Je vais maintenant proposer à Antoine, Alain et Tristan de monter sur scène. On va pouvoir passer au cœur de la conférence qui est l'entrepreneuriat en France. Merci. Donc je disais présenter votre parcours pour montrer vraiment que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, on n'aura pas un profil type, mais vraiment des types de profils totalement hétérogènes. Je vous laisse voir qui veut commencer. Pas toi, Alain ? Bonjour, Alain Andreas. Je pense que je suis le plus vieux de la bande. J'ai 41 ans, je suis ingénieur génie civil et j'ai créé ma société, je me suis rendu compte il y a 3 ans maintenant. Voilà. Je pense que je développerai un petit peu plus tard. Ok, très bien. Okay, je vais essayer. Ok, bonjour à tous. Moi c'est Antoine Bourne, je suis cofondateur de l'entreprise Tidybert et j'ai 28 ans. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Tristan Lafontasse. Mon parcours, moi je suis ingénieur de formation, ingénieur en informatique. J'ai travaillé 3 ans dans l'aérospatial à Thales Alenia Space à Toulouse. J'ai créé ma première entreprise à la fin de mon école d'ingé, une petite micro-entreprise, j'étais revendeur software, un truc assez geek, qui a été très intéressant parce que j'ai développé plein de compétences sur du bizdev, de la comptabilité, enfin la création d'entreprise. J'étais par contre sur un modèle pas du tout pérenne, donc j'ai vite arrêté. Ensuite, je suis devenu acheteur dans l'automobile, donc absolument rien à voir avec ce que j'avais comme formation, mais c'est une opportunité qui m'a été proposée. Quand on m'a proposé, je ne savais pas ce que ça voulait dire acheteur, mais ça m'a intrigué, donc je suis allé passer l'entretien, ça m'a plu et je suis devenu acheteur pendant 1 an. Et ensuite, ma dernière expérience professionnelle avant de créer Moi Chef, oui pardon, parce que je suis donc le fondateur de Moi Chef, une start-up dans la gastronomie. Ma dernière expérience, c'est en tant qu'ingénieur d'affaires, puis responsable d'agence dans une société de services en ingénierie qui s'appelle Alten, voilà, dans laquelle je suis resté 4 ans et que j'ai quitté il y a maintenant 3 ans pour créer donc Moi Chef, dont je vous parlerai plus dans les détails tout à l'heure. Je pense que c'est l'occasion en fait de chacun présenter votre entreprise ou start-up, de savoir votre domaine d'activité. Ok, alors juste pour revenir un petit peu sur mon parcours, donc j'ai fait un DUT TC et ensuite je suis parti à l'INSEC où j'ai fait un master en finance et ensuite je suis parti à Londres où j'ai fait un master spécialisé en finance comportementale et private equity. Entre-temps, à 19 ans, j'avais créé ma première boîte dans l'import-export de textiles destinés aux hôtels de luxe. Donc je faisais produire en Turquie, j'importais ça en France et je vendais ça aux hôtels. Donc c'était du linge de maison. Ensuite, entre-temps, j'ai monté une deuxième société qui était de l'ingénierie dans les panneaux photovoltaïques. On crée en fait des fermes solaires à destination des agriculteurs et entreprises. Cette boîte-là, je l'ai coulée. Et ensuite, donc j'ai travaillé en tant que trader à Bruxelles sur le Forex pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que leveur de fonds dans un fonds qui s'appelle Pioneer Equity Partner à Londres. Voilà. Et donc j'ai créé Tidybert il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi. À la base, on a créé ça pour du ménage après soirée. Donc ça doit vous parler un petit peu. Et ensuite, on a évolué naturellement vers du B2B, en fait, parce que tout ce qui était... donc nous, on faisait une prestation de ménage à la demande. Le marché était clairement trop petit. Donc on a évolué vraiment sur du B2B avec le marché de l'hôtellerie, des conciergeries Airbnb, des agences immobilières, syndics de gestion, toutes ces choses-là. Donc pour faire ça, on a créé une plateforme de gestion de ressources qui nous permet de gérer un certain pool de prestataires, donc on en a 650, et qui nous permet d'automatiser les flux pour que tout se passe correctement et que tout soit automatisé. Voilà, Okay, merci. En gros. Alain ? Ok, du coup je continue. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis ingénieur génie civil. J'ai été diplômé il y a un petit moment maintenant. À la sortie de l'école, j'ai fait une année d'export pour faire du réseau télécom en République dominicaine. J'ai installé le réseau d'Orange en République dominicaine. Je suis resté 1 an. Au retour, j'ai travaillé chez Bouygues Construction pendant quelques années pour apprendre le boulot. Ça m'a vite pris la tête parce que les grosses entreprises, c'est pas trop mon truc. Je démissionnais pour aller dans une autre société qui fait des bâtiments clés en main. Plutôt du bâtiment d'activité, de l'usine, de l'entrepôt. J'ai pris la direction d'une agence en région parisienne
Et je suis resté quelques temps, le temps de comprendre le boulot aussi. Et j'ai monté ma société il y a 3 ans, qui s'appelle Astium Construction. On fait exactement la même chose. En fait, on fait des bâtiments clés-en-main à destination des PME, des TPE. La particularité de la société, c'est qu'on fait c'est un vrai clé-en-main, puisque les patrons de PME et TPE n'ont pas le temps de se consacrer à leur projet immobilier. Et on fait de la recherche foncière, on les aide à trouver le financement, on fait de la conception, on fait le dépôt du permis de construire et la réalisation jusqu'à la livraison clé en main. C'est un marché où on a un peu de concurrence, mais pas trop, puisque c'est trop petit pour intéresser les grosses sociétés comme les grosses majors, les Bouygues et compagnie. Et c'est trop compliqué techniquement et financièrement pour on va dire, les entrepreneurs lambda. Donc c'est un marché de niche qui marche plutôt pas mal. Voilà. On s'est lancé dedans avec un associé. Puis j'ai créé notre société en même temps qui s'appelle Amosset, qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, c'est un autre marché de niche aussi. Merci. Vous avez parlé du moment où vous avez été lancé dans l'entrepreneuriat. Comment vous avez fait au début? Comment vous avez pu trouver, certains d'entre vous, un associé? Les financements pour lancer l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous a permis de décoller, ou du moins de lancer l'affaire au début? En ce qui me concerne, j'ai fait aucun emprunt. En fait, on est directement sur des grosses sommes, puisqu'on est sur des chantiers en millions d'euros. On a réglé le problème avec les conditions de paiement, puisqu'on se fait payer en avance de démarrage, ce qui nous a permis de lancer la société en mettant très peu de fonds au démarrage. Pour ma part, concernant la première entreprise que j'ai lancée, il y a prescription, donc maintenant je peux le dire. En gros, c'était au lycée, et j'avais trouvé un filon où j'achetais des polos Ralph Lauren pas très chers, en Chine, et j'ai littéralement refourgué ça à tout le lycée. Donc ça m'a permis d'avoir une petite somme de départ pour commencer ma première société. Donc je suis allé en Turquie, j'ai trouvé des fournisseurs. Ça n'a pas été hyper simple, parce que j'y connaissais rien, je parlais pas un mot d'anglais. Ça a changé maintenant. Mais donc voilà, du coup, en gros, j'ai pu avoir à peu près 20 000 € pour commencer ma société. Et j'ai vécu là-dessus, et après, c'était de l'autofinancement total. Voilà. Et ensuite, la première boîte, je l'ai revendue. Avec cet argent-là, j'ai créé la deuxième boîte. Suite à un problème d'associé, j'avais le choix entre garder ma boîte ou garder mon meilleur ami, parce que c'était aussi mon meilleur ami. J'ai décidé de garder mon meilleur ami. Donc j'ai vendu les parts de ma boîte. Cette boîte-là a coulé à peu près 6 mois après, parce qu'il n'y avait plus les compétences en interne pour fournir les bonnes données aux clients. Parce que j'ai fait de l'ingénierie financière, et la personne qui s'est associée à mon meilleur ami n'avait pas ces compétences-là. Donc la boîte a fini par couler. Et ensuite, la troisième boîte, on l'a montée avec rien en fait. On l'a montée avec 1 500 € et on est parti d'une idée de départ où on pouvait tout faire tous les trois, parce qu'on est 3 associés. Valentin qui est l'équipe, qui est la partie dev, Thomas qui est la partie design et com, et moi je suis la partie stratégie finance. Et en gros, on s'est débrouillé avec les moyens du bord pendant quasiment 8 mois. On a tout fait en interne, on a développé la plateforme, on a commencé à avoir nos premiers clients, et puis ensuite c'était de l'autofinancement total. Voilà. Me concernant, moi chef, comme je vous disais, c'est une start-up food dans la gastronomie. Si vous lisez régulièrement Madines ou French Web, peut-être que vous êtes tombé sur un de mes articles au milieu de l'année, c'était en juin je crois, qui s'intitulait PDG au RSA, le meilleur job de ma vie. Ça en dit long sur ma situation personnelle et financière. Moi chef, je l'ai créé il y a 3 ans avec pas grand chose. J'avais un beau salaire, pour ceux qui connaissent les boîtes comme Alten, en tant que responsable d'agence, j'étais plutôt bien payé. Mais c'est tout, parce que j'étais pas très économe, donc j'avais pas beaucoup d'argent sur mon compte, donc j'ai vendu la Clio, je l'ai mise dans le capital de la boîte, et puis on s'est lancé avec mon associé. Moi chef, on était en lien avec des très très grands chefs, on l'est toujours d'ailleurs, mais je vais vous expliquer ce qui a changé récemment, et on permettait à nos clients de cuisiner chez eux le plat d'un très grand chef. Donc on livre une box avec tous les produits, y compris les produits frais, la crème fraîche, le poisson, les tomates. C'est ça qui a changé. Et c'est ça qui a fait que j'étais encore au RSA il n'y a pas très longtemps.
Parce que livrer des produits frais, il y en a pas mal qui le font, il y en a très peu qui sont rentables. C'était mon cas, j'étais pas rentable. On gagnait à peu près 0 € par box qu'on vendait, entre les frais de production, la livraison qui est extrêmement chère. Et depuis le début de l'année, là, depuis mars, on a changé le modèle et maintenant on a sorti les produits frais de la box. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment de valeur ajoutée à livrer de la crème fraîche parce que tout le monde en a dans le frigo. Et donc on a mis l'accent sur 5 produits d'exception que les chefs utilisent dans leur restaurant. Ce qui simplifie énormément de choses. En termes de production, c'est beaucoup plus simple. En termes de livraison aussi. Et en termes de stockage, même pour nos clients, c'est génial parce que à l'époque, quand ils recevaient une box, ils étaient obligés de la faire le soir même ou le lendemain. Sinon, après, c'était périmé. Alors que maintenant, la box peut durer plusieurs mois sans aucun problème. Ce modèle, il est rentable. Il fait que les choses vont beaucoup mieux maintenant. Même si, je vous l'avoue, je suis encore au RSA. Il y a une grosse nouvelle pour ceux qui sont vraiment assidus sur Madines ou French Web, vous l'avez peut-être vu passer également, c'est qu'on a récemment fusionné avec une autre startup qui s'appelle Open Kitchen. Et donc pour terminer sur cette partie, je vais vous présenter ce que Moi Chef est aujourd'hui. Moi Chef, c'est le pivot entre les plus grands chefs français et les passionnés de cuisine. Donc qu'est-ce que je veux dire par plus grands chefs ? On travaille avec plus de 100 chefs partenaires. Et pour les plus connus, on a Guy Savoy. Guy Savoy, il vient d'être élu hier. Son restaurant, il a été élu meilleur restaurant du monde pour la 2e année consécutive sur la liste. Mais on a aussi Sébastien Brass, Yves Candebord, Jérémy Izarn, gagnant de Top Chef cette année. Voilà, on a plus de 100 très très grands chefs. Et passionnés de cuisine, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous comprenez ce que c'est. Et donc on propose 2 services à ces 2 communautés. Le premier service, c'est Open Kitchen. Donc Open Kitchen, avec qui on a fusionné, est devenu un service de la nouvelle marque Moi Chef. Open Kitchen, comme son nom l'indique, c'est un cours privé en immersion dans la cuisine d'un très grand chef. Donc c'est vraiment, je passe une demi-journée dans la cuisine du chef pendant un vrai service avec lui et son équipe pour apprendre à cuisiner avec ce chef. Ça, c'est une expérience absolument incroyable à vivre avec un chef. Et le deuxième service qu'on propose, c'est donc la box dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est chaque mois. On va rencontrer un très grand chef qui va nous présenter sa recette phare. Et celle de ce mois-ci, on est le 30, non, à partir de demain, c'est Guy Savoy, justement. Jusqu'à ce soir, il a encore temps, il vous reste quelques heures pour la commander. C'est Christian Constant, que vous recevrez pour Noël. Et donc vous recevez 5 produits phares, un magazine dans lequel il y a l'histoire du chef, des produits qui est dans la box, et bien évidemment la recette qu'on a déconstruite et réécrite de A à Z pour qu'elle soit intelligible et que n'importe qui puisse la refaire. Plus une surprise, ça peut être une bouteille de vin comme un ustensile de cuisine qui va être dedans. Ok, merci. C'est cool parce que tu as réussi à t'avancer un peu pour la suite. Juste une petite parenthèse, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main. On va faire tourner le micro. Déjà une. En fait, là, vous êtes en train de nous dire que pendant 2 ou 3 ans, vous avez vécu avec une boîte qui faisait 0. Vous faisiez pas de bénéfice. Pas 0, mais pas de bénéfice, ouais. Ouais, bien sûr. Mais vous dégagiez un salaire quand même, enfin, vous viviez. Ah bah non, sinon j'aurais pas droit à RSA. Et vous avez jamais pensé à arrêter ou dire putain merde, je peux pas. Tous les jours, je me pose la question. Et puis la réponse, elle est évidente, c'est non. C'est simple. Hein. Moi, demain, avec l'expérience que j'avais avant Moi Chef et celle que j'ai aujourd'hui, je peux avoir, je le sais, c'est certain, parce qu'on me l'a proposé plein de fois, je peux avoir n'importe quel job, en tout cas qui m'intéresserait et très très bien payé. La question qui se pose, quand je me pose la question de savoir si je continue ou pas, il y a 2 facteurs qui rentrent en compte. C'est quelles sont les perspectives de Moi Chef, et aujourd'hui, plus que jamais, elles sont exceptionnelles. On est en pleine phase de levée de fonds et il y a plein de très très belles choses qui sont en train de se jouer. Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis heureux quand je me lève le matin ? Et j'ai beau me lever très tôt, je me lève à 5 heures, je suis extrêmement heureux le matin quand je me lève, et ça dure depuis 3 ans. Bien plus que dans mes expériences professionnelles précédentes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est pas un objectif en soi, hein. Bien évidemment, je souhaite être rentable le plus tôt possible. Mais pour l'instant, ma réponse, elle est évidente. Je m'éclate tous les jours et les perspectives, demain financièrement, ça s'annonce pas mal, quoi. Merci. Je t'en prie. Question suivante, donc par rapport effectivement au risque que l'on prend lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Tu l'as dit tout à l'heure, tu étais chez Alten, tu avais un beau salaire. Quel a été le déclic pour vous qui vous a poussé à vous dire
j'aurai plus de salaire. Lorsque je vais rentrer à la maison, si ça se trouve, j'aurai même pas de beurre dans les pâtes. Quel a été le déclic vraiment pour vous lancer dans votre idée? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a poussé à le faire? Comment c'est passé par rapport aux proches, l'entourage, etc. Tu veux répondre? Vas-y. Ok. Ok, je prends la main. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est vachement important, c'est ce que disait, excuse-moi, je ne sais pas retenir ton nom, Tristan. C'est que je pense que le moteur, c'est cette passion et de se dire, quand je me lève le matin, je suis vachement heureux. Sans être au RSA, les 2 premières années où j'ai créé la boîte, je me suis payé au SMIC, pareil. J'avais un super salaire, des bonnes perspectives. Et le fait de créer la boîte, on se met à risque. On se met à risque parce qu'on peut échouer, mais on se met à risque aussi parce qu'on est sur moi, je suis sur des montants quand même assez conséquents. Et on peut plus se retrouver avec une ardoise de 100 000, 200 000 euros, quoi. Donc, je pense que le déclic, c'est vraiment ça. C'est de se dire, la vie en entreprise, la routine, le patron, c'est pas trop mon truc. J'ai ma passion, j'ai mes envies et à un moment, je sais pas, c'est quelque chose qui vous je sais pas te dire s'il y a un déclic, mais à un moment, tu te lances, quoi. T'as envie. En fait, la vie en entrepreneuriat devient insupportable pour moi, en tout cas, en entreprise. Et c'était pour moi ça le déclic de me dire, maintenant j'y vais, quoi. Ouais. Moi, en gros, l'entrepreneuriat, ça m'a touché assez tôt. Quand j'étais petit, je voulais déjà lancer des boîtes, mais j'avais aucune idée de ce que c'était, très clairement. Et c'est un été, j'ai travaillé à la Baule en tant que crêpier. Et en fait, je me suis très bien entendu avec le boss de la crêperie, qui m'a vraiment tout expliqué. Donc j'avais 18 ans, je connaissais rien au monde, je débarquais dans le monde du travail. Et en gros, il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a expliqué ce que c'était qu'une entreprise, ce que c'était que la comptabilité, la relation client, tout ça. Enfin, il m'a vraiment ouvert les yeux, en fait. C'est suite à ça, lors de ma première année de DUT, que j'ai créé ma première entreprise. Bon, là, c'était n'importe quoi. J'ai clairement pas été ordonné, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je suis parti en Turquie, je connaissais rien, j'avais aucun produit. Enfin, voilà, j'ai tout fait à l'envers, quoi. Mais j'ai eu la chance d'avoir un fournisseur qui était mon fabricant, qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait des avances sur trésorerie pour payer les productions. C'est hyper rare, hein. En gros, ce mec-là, comment je l'ai rencontré? J'ai envoyé un mail sur Alibaba. Tout le monde connaît Alibaba, mais il y a 10 ans, Alibaba, personne ne le connaissait. Et j'ai envoyé une bouteille à la mer, en gros. Et le mec était turc, mais il avait fait ses études à Rennes. Et par chance, son père était l'un des plus gros producteurs de fringues en Turquie, notamment à Izmir. Et c'est son père qui avait l'entreprise Gant, donc, qui faisait les polos. Et il m'a dit, viens, écoute, t'es mon premier client, parce que lui montait justement sa boîte en tant qu'intermédiaire entre les porteurs de projets et les producteurs, quoi. Donc il m'a dit, vas-y, viens, je te lance, je te fais ta première production. Donc on a produit 1500 polos au début, parce que c'était une marque de fringues à la base, et ensuite j'ai détourné vers du linge de maison. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a dit, mais fais du linge de maison, quoi. Il y a peu de saisonnalité, les circuits sont courts, les produits sont faciles à trouver. Mais par contre, c'est très simple de démarquer de la concurrence parce que fabriquer du linge de maison, c'est très cher. Et trouver de la bonne qualité, c'est très compliqué. Donc lui avait les fournisseurs. Donc moi, je me fournissais au Brésil. Enfin, lui se fournissait au Brésil, faisait fabriquer en Turquie. Et en gros, c'est comme ça que ça a démarré. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une piqûre, quoi. Une fois que vous êtes piqué, vous ne pouvez pas vous en sortir. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et il y a beaucoup de personnes avec qui je discute de ça, de comment ils sont rentrés dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui me disent c'est par hasard, l'autre c'est par opportunité, par ambition, et puis je sais pas, moi c'était juste parce que j'avais envie de le faire, quoi. Donc je me suis lancé. J'ai pas trop réfléchi, en fait, j'étais un peu idiot au départ. J'ai vraiment, j'ai suivi mon instinct, quoi. Voilà, globalement. Me concernant, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai créé ma première boîte en fin d'école d'ingé. À l'époque, j'étais blogueur sur un site qui s'appelle Mashable. Il y avait sur la version française qui n'existe plus. Et donc, je suivais tout ce qui se passait au niveau tech. Et j'ai vu Google officialise son statut de Google Apps Reseller, qui s'appelle G Suite maintenant. À l'époque, c'était Google Apps. Et je me suis dit, wow, génial, c'est trop bien. J'y croyais grave. Donc, j'étais un geek, hein, j'étais ingénieur. Donc, je me suis dit, je veux devenir reseller. J'étais le premier en France. C'était incroyable. Donc, je me suis lancé là-dedans. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, j'avais un business model qui était complètement
chaotique et je pouvais pas gagner d'argent, c'était impossible. Mais là, même en projetant, longtemps après, ça marchait pas. Et puis bon, j'en ai un peu marre d'être un geek. Donc ça, c'était la première expérience. Néanmoins géniale, hein, parce que je vous dis, faire du bizdev. Mon premier client, je l'ai eu en allant à un rendez-vous à la CCI, c'était l'enfer, c'était super chiant. Et à la fin, j'ai juste posé une fausse question. Vraiment, ma question n'a aucun sens, pas d'intérêt, mais ça m'a permis de présenter ce que je faisais. Et c'était la dernière question. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était nulle, mais en tout cas, c'était la dernière question. Et après, pendant les petits fours, il y a un mec qui est venu me voir en me disant « Oh, ça a l'air bien ». Et j'ai eu mon premier client. Et en tant qu'ingénieur qui n'avait jamais eu besoin de vendre quoi que ce soit, j'étais hyper fier et ça a été un apprentissage génial. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'est jamais parti. C'est jamais parti, j'avais toujours envie de faire des choses. Alors un jour, je me suis dit, tiens, les montres connectées, c'est trop le futur. À l'époque, ça n'existait pas, hein, vraiment. Il y en avait une qui prenait le pouls. Elle sortait, c'était Basis, la marque. Ça n'existait qu'aux États-Unis. Et je me suis dit, ça, il y en aura partout demain, c'est sûr. Donc j'en ai acheté une, mais je ne pouvais pas la faire livrer en France parce qu'en Europe, c'était considéré comme un outil médical. Donc j'ai dû m'ouvrir une boîte postale en Floride pour la faire livrer en Floride pour que depuis la Floride, je me la réexpédie. J'ai ma montre, elle était très moche. J'étais super déçu. Donc je l'ai gardé 2-3 mois quand même parce que vu l'implication que j'avais eu dedans, je l'ai gardé. Mais bon, j'ai fini par la revendre. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rendu plus cher que ce qu'elle m'avait coûté en tout, même avec la boîte postale. Et puis avec cet argent, c'était pas énorme, hein, j'avais 180 €. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et vu que je n'arrivais pas à renoncer à mon projet d'entrepreneuriat, je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre dans ce truc, là, j'entends parler, on verra ce que ça donnera. Et c'était des bitcoins à l'époque. J'ai bien fait, alors c'est que 180 € à l'époque, mais ça fait quand même 0,3 bitcoin, à 10 000 € le bitcoin. J'ai un peu d'argent de côté, c'est cool. Et ensuite, Alten. Alten, c'est un peu l'entrepreneuriat, pour ceux qui connaissent ce genre de boîte. Jusqu'au moment où c'est simple, hein, j'ai regardé au-dessus de moi, ma N+1, mon N+2, mon N+3, à part beaucoup plus de fric, j'étais pas super excité par les perspectives à 5 ans. Mais bon, bah ouais, beaucoup plus d'argent, un peu plus de responsabilité, mais qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Ça répondait pas vraiment à mon ambition. Et puis, là, le hasard, je vais au restaurant, pour embêter le chef, je lui demande tiens, tu me donneras le secret de ta recette à la fin parce que j'ai envie de le refaire chez moi, parce que c'est pas vrai, mais c'est juste pour l'embêter. Et là, il me dit ouais, ok. Et moi, j'étais là, comment ça, ok, secret des chefs, tout ça. Et en fait, il a fait complètement s'effondrer le mythe du secret du chef en me disant mais non, pas de problème, il n'y a pas de secret, je te donne la recette. Par contre, tu pourras jamais la refaire pour 2 raisons. La première, c'est que tu vas rien comprendre de ce que je te raconte, parce qu'il me connaissait. Et la deuxième, c'est que tu vas jamais pouvoir trouver les mêmes produits que moi, parce que ça fait des années que je les source auprès de mes fournisseurs. Et je suis sorti de là, j'aurais pu juste rentrer en me disant c'était une bonne soirée, mais là, le virus de l'entrepreneuriat est revenu, et je me suis dit, mais en fait, là, il y a un truc, il y a une place. Il y a une place pour, si quelqu'un décide de traduire le langage technique des chefs et d'aller chercher les mêmes ingrédients qu'eux, il y a un truc à faire. Et c'est comme ça que j'ai démarré Moi Chef. Ok, génial. Lorsque vous avez lancé... non, excusez-moi. Alors, je vais être clair, lorsque j'ai contacté Tristan, je venais juste de lire ton article, et vraiment quand il a fallu commencer à chercher, c'était au mois de juin, quand il a fallu commencer à chercher les intervenants pour la soirée, je cherchais, bon, si j'avais pu inviter Bill Gates, je l'aurais fait, mais le but vraiment c'était d'inviter des personnes qui avaient une histoire particulière à raconter. Je pense que vous le verrez tout au long de la conférence. Certains, on a pu travailler avec eux. D'autres, quand je vois Tristan qui a persévéré avec ton RSA, je trouve ça génial. Donc c'est pour ça que même si le ton n'y était pas, je trouve ça vraiment génial. C'est comme ça. Ma question suivante, c'était lorsque vous êtes lancé, vous avez commencé à chercher des associés, peut-être commencer à recruter. Comment s'est passée cette phase-là? Comment vous l'avez amorcée? Comment Ouais. Alors, la première boîte que j'ai lancée, j'étais tout seul. C'est compliqué de se lancer tout seul. Je savais rien, donc je me suis dit vas-y, je vais me lancer. Et puis après, j'ai été accompagné par mon fabricant, donc c'était un petit peu plus simple. La deuxième entreprise, ça a été une opportunité. Je l'ai montée avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami était directeur commercial France d'une entreprise qui vendait des panneaux solaires. Et puis il en avait marre de faire du porte-à-porte pour aller vendre des panneaux solaires. Et il avait dans ses contacts un client, entreprise, qui voulait acheter 1000 m² de panneaux solaires.
Donc ça représentait un sacré billet à l'époque quand même, 200 000 euros. Et en gros, il a dit, Antoine, est-ce que ça te dit qu'on le fasse quoi? J'y connais rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ça? Et puis moi, j'arrive avec mes petites connaissances d'ingénierie financière, j'étais en M1 à l'époque, même pas licence 3. Je dis, vas-y, on le fait. Puis on était à l'arrache, complètement. Et puis il s'avère que ça s'est super bien passé, on a créé la société et on avait notre premier client. Nos premiers clients nous a fait un chèque de 200 000 euros. Et quand on marge à 70% sur ce genre de produit, ça aide. Du coup, ça nous a permis de nous lancer. Et ensuite, la troisième société, c'était assez naturel. C'est que pendant 2 ans, à l'école, on a été dans une association. Et moi, j'étais le président de l'association de Insect Marine. Donc, c'était l'association qui emmenait tous les étudiants de l'école à la CCE, pour ceux qui connaissent, peut-être, je sais pas. Et Thomas était mon responsable com. Donc, on a bossé avec lui j'ai bossé avec lui pendant 2 ans. On a commencé à monter le projet. Lorsque j'étais à Londres, je travaillais à Londres et on a fait une grosse soirée dans l'appart. On était une coloc de 5 personnes, on avait 100 mètres carrés et quand il y a 150 loulous qui débarquent dans l'appart et qui foutent le bordel, c'est compliqué de le ranger le lendemain. Donc on s'est dit qu'on va créer cette société-là. Et Thomas, ça faisait 2 ans que je travaillais avec lui, donc je savais comment il bossait et on avait envie de s'associer depuis un moment, donc on a créé cette société-là. Par la suite, on a dû répondre à des besoins techniques. Donc on cherchait un dev. C'est hyper compliqué de trouver un dev. Et on l'a trouvé sur un site de mise en relation entre porteurs de projets et dev, quoi. Et on en a rencontré plusieurs, on en a rencontré une vingtaine. Et Valentin, donc mon troisième associé, c'était la personne qui matchait le plus avec nos ambitions, avec notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière d'aborder l'entrepreneuriat. Donc ça s'est fait en fait assez naturellement. Si je peux donner un conseil à ceux qui veulent s'associer, c'est rechercher avant tout le fit humain avant les compétences. Les compétences, vous pouvez les trouver partout, ça s'apprend. Même si vous y connaissez rien, si vous vous butez pendant 6 mois, vous pouvez devenir expert dans votre domaine. Par contre, le fit humain, si ça marche pas, ça marchera jamais. Il ne faut pas y aller à reculons, quoi. Donc voilà. Merci. Et toi, Alain, tu as l'air pensif. Ouais, c'est la dernière phrase qui me fait réfléchir. Écoute, pour moi, en fait, j'ai essayé de monter une première boîte en sortant de l'école avec des potes, mes meilleurs amis. En fait, on voulait monter un bureau d'études, mais le projet est mort dans l'œuf puisqu'ils pensaient plus à faire la fête qu'à monter la boîte. Et un peu comme mes compères, hein, l'idée de monter une société, je pense qu'elle est ancrée depuis longtemps. Mais en fait, quand tu sors de l'école, tu sais pas trop comment faire, en fait. Et puis, chemin faisant, c'est l'opportunité, un jour, dans la deuxième boîte où j'étais, où je me posais des questions, mon binôme, en fait, qui était un commercial, me dit j'en ai marre, je me barre, je vais monter ma boîte. Et le projet est né comme ça, en fait, c'est que je me suis dit, pourquoi pas monter une boîte ensemble, puisque j'avais besoin d'un commercial, moi, pour monter ma boîte. Moi, je suis plutôt technique, lui, il est plutôt commercial. Et on a mis un petit peu de temps avant de se décider, parce que c'est une entreprise un peu compliquée quand même, mais voilà, le projet s'est fait un petit peu comme ça par hasard, puisque j'étais tombé sur ce type-là, et on s'est lancé dans l'aventure. Après, par rapport à ce que je disais, c'est vrai que le fit humain est important, mais après les compétences, c'est pas si simple à trouver. C'est pas si simple à trouver parce que alors moi je parle parce que j'ai rencontré pas mal de collègues, pas mal de gens dans le développement, etc. Et en fait, au-delà de l'aspect technique ou du fit, il faut tomber sur quelqu'un qui a envie d'y aller, quoi. Parce que ça va être compliqué, on va avoir des problèmes, tu vas des fois te casser la gueule, des fois être au bord de la crise de nerfs parce qu'on ne supporte pas forcément tous les jours. Mais l'important, c'est quand tu travailles le matin, d'avoir envie d'y aller et que le gars avec qui tu te mets, il est dans le même état d'esprit. Ça, c'est vraiment hyper important, quoi. Ok, merci. Vous êtes tous les trois dans des domaines... Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Tu veux pas, tu veux dire. Continue. Sur la partie association, dans mon cas, quand j'ai décidé de créer ma boîte, j'ai lu beaucoup de choses, de tout ce que j'ai pu sur l'entrepreneuriat à ce moment-là, et un des trucs qui ressortait, c'était partez avec un associé, ne partez pas tout seul, parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un
pour les jours où ça va pas, avoir quelqu'un qui peut te tirer vers le haut, c'est hyper important, vraiment. Et donc, ce que j'ai fait, je partage complètement ton constat, c'est beaucoup mieux enfin, pour moi, c'est beaucoup plus important, en effet, qu'il y ait un fit perso qu'en termes de compétences. Et donc moi, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai organisé une soirée chez moi. J'ai fait venir mes 3 potes les plus brillants et qui je savais potentiellement disponibles. Je leur ai pas dit pourquoi. J'aurais dit, on va picoler. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis au bout de quelques verres, j'ai sorti plein de post-it que j'ai piqué au boulot. J'ai ramené plein de post-it, plein de stylos. Je leur ai dit, bon les gars, je vais créer ma boîte. Je vous l'annonce là et je voudrais juste avoir votre avis sur mon projet. Donc j'aurais pitché le projet. Et puis je leur ai demandé de coller des post-it partout. Donc c'est ce qu'ils ont fait. À ce moment-là, je n'aurais pas du tout dit que je cherchais un associé. Et puis plus tard dans la soirée, très tard, il y en a un, je lui ai dit je veux que tu sois mon associé. Voilà. Il m'a dit oui. Le lendemain, j'ai eu peur qu'il ait oublié. Donc je l'ai rappelé. Il n'avait pas oublié. Et lui en particulier revenait d'un tour du monde d'1 an. C'était le moment parfait, il était mûr. Il s'appelle Romain et je le remercie de m'avoir accompagné parce qu'il est toujours là aujourd'hui. Et en effet, il faut quelqu'un qui fonce, quoi. Il faut quelqu'un qui fonce, qui soit prêt à en baver. Ouais, c'est vraiment un des facteurs clés pour y arriver, quoi. C'est se dire, ça va pas être facile tous les jours, mais j'ai envie. Ouais. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. La personne à qui je me suis associé, on a des caractères totalement différents. Tu as pu t'en rendre compte. On a une vision des choses totalement différente. Ça peut paraître compliqué, c'est parfois compliqué certains jours, mais Ça peut être complémentaire. voilà, moi je le vois comme ça et ça me fait sortir de ma zone de confort en fait. Si j'étais avec quelqu'un où on a la même vision des choses, je pense que on se met pas à risque en fait. Là je trouve que c'est intéressant, on se met à risque et on avance comme ça, quoi. Ok. La question que je voulais aborder ensuite, c'est que vous êtes tous les 3 dans les domaines où il y a beaucoup de concurrence. Tristan, toi, tout ce qui touche à la cuisine, toi, la conciergerie, Alain, le bâtiment. Comment vous faites aujourd'hui pour vous adapter à la concurrence, évoluer, pousser plus loin pour garder la tête hors de l'eau, mais aussi atteindre certains sommets? Pas évidente comme question. Tu peux la répéter, s'il te plaît? Je disais, donc, tu avais la concurrence autour de toi. Comment tu fais au jour le jour ou lorsqu'il faut améliorer le business plan, comme tu l'avais dit, Tristan? Comment tu fais pour continuer à faire face à cette concurrence? Bah écoute, j'ai un exemple très concret qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc nous, il faut savoir qu'on faisait du ménage après soirée avant. On s'est mis sur le ménage à la demande, donc pour l'hôtellerie, les conciergeries Airbnb et toutes ces choses-là. Mais avant, on s'est mis à faire du bureau. Pendant 6 mois, on a fait du bureau et en fait, on avait un concurrent en face de nous qui s'appelle Clini, qui était très implanté depuis 6-7 ans, très présent dans le milieu start-up. À chaque fois, il nous prenait nos contrats, à chaque fois qu'on y allait, il était toujours devant, quoi. Et la chose qu'on a faite, c'est qu'on l'a rencontré en fait. Plutôt que de dire ok, on va y aller en frontal, pourquoi pas le rencontrer, quoi. Le voir, discuter avec lui, savoir ce qui va pas, parce que finalement il y a de la place pour tout le monde, hein. Le pain il est énorme, quoi. Enfin, chacun a une petite miette, mais il n'y a pas trop de problème là-dessus, quoi. Donc pour cet exemple-là, c'était d'y aller, aller le voir, quoi, directement. Sinon, pour le reste, c'est très bien connaître ses concurrents. Ça c'est indispensable pour pouvoir proposer quelque chose d'innovant, peut-être d'aller plus vite, de penser des manières plus réfléchies d'aborder les clients. C'est tout simple, mais un mail, on en reçoit des centaines par jour. On a testé une technique, on s'est dit, ça va peut-être jamais marcher, mais finalement ça a porté ses fruits. On a fini par envoyer des lettres en fait. Pour certains clients, qui étaient inatteignables pour nous, on a envoyé des lettres écrites, manuscrites en fait. Et les secrétaires, quand elles recevaient ça, on se disait, mais c'est qui celui-là? C'est bizarre, quoi. Donc je recevais un appel, et, c'est quoi votre lettre là? Je démarche. Et ça a porté ses fruits plusieurs fois. Après, on a arrêté. Mais voilà, il faut trouver des techniques innovantes pour démarcher, faut se différencier. Voilà comment j'aborde la concurrence, quoi. Et surtout, pas avoir peur. Le mec peut faire 10 fois ton chiffre d'affaires, 100 fois. C'est pas pour autant qu'il faut penser qu'il est meilleur que toi. S'il en est là, c'est pour certaines raisons. Mais si tu en es là, c'est aussi parce que tu as des qualités et parce que tu es voué à aller plus haut, quoi. Voilà. Ok, merci. Alain?
Écoute, pour répondre à ta question de la concurrence, pour moi justement, c'est parti d'un constat. En fait, pourquoi j'ai quitté les grandes entreprises, c'est qu'au bout d'un moment, tu fais plus ton boulot en fait. Tu fais plus ton cœur de métier. C'est que on se retrouve à faire des réunions, tu te retrouves à faire des PowerPoint, tu te retrouves à faire plein de choses qui sont pas ton cœur de métier et qui moi m'ont saoulé quand j'étais chez Bouygues. C'est pour ça que je me suis barré. Je suis allé dans une société un petit peu plus petite et puis là, rebolote, on refait. Et le constat, c'était de me dire, on paye dans ton prix final en fait. Le client paye une grosse partie de frais généraux et dans ces frais généraux, il y a une grosse partie de frais qui servent à rien en fait, puisque tu payes des gens à faire du greenwashing, du tout ce qu'on veut et qui sert à rien. Et je me suis dit, là il y a un marché, je vais monter ma boîte en épurant au maximum, en virant tout ce qui sert à rien, et en me focalisant sur l'essentiel et ce dont a besoin le client. Et les clients n'ont pas tous besoin qu'on fasse des PowerPoint avec des couleurs, etc., et qu'on paye des gens pour le faire. Et c'était le déclic, j'ai monté ma boîte comme ça. Ça m'a permis de toucher une première cible de personnes. Donc, ça, c'est un premier élément pour moi de lutte contre de me battre contre la concurrence. C'est tes frais généraux en fait. Tu ne rennes pas sur ta marge, mais tu vires ce qui ne sert à rien. Le deuxième élément, c'est le service que tu apportes au client. Ça, c'est super important. Je me rends compte que on a des concurrents qui sont 10 fois plus grands que nous, mais qui n'ont pas forcément un super service client. Quand j'ai super service client, c'est des clients. Comme je disais tout à l'heure, moi, mes clients, c'est des patrons de PME. Ils n'ont pas forcément le temps de passer du temps sur leur projet. Et ils ont besoin que tu sois là pour leur tenir la main, les accompagner, faire les démarches pour eux, les rassurer. Moi, j'ai des clients où je passe des réunions de 4 heures bref, pour les rassurer. Du babysitting peut-être? Comment? Carrément du babysitting pour le... Ouais, c'est un petit peu fort comme mot, mais je pense que c'est important. Et ce service-là, ça te permet de conclure des affaires, en fait, puisque les clients sont à la recherche de ce service-là. Et pour moi, le troisième levier, c'est la crédibilité. Il faut être crédible dans ton métier. Et tu peux être 10 fois plus petit. Si tu es crédible et que tu es reconnu comme quelqu'un qui sait faire, les clients reviennent en fait. Ou les clients te recommandent, et ça c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est hyper important d'embrasser la concurrence. S'il n'y a vraiment aucun concurrent, c'est plutôt un signe inquiétant qu'autre chose. C'est que le marché, a priori, n'est pas prêt, ou qu'il n'y a pas de problème, ou la solution n'est pas bonne. Donc c'est important d'avoir des concurrents. Et je partage également ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence, au contraire, allez la voir. Moi, une fois, je me souviens, j'ai eu un signal faible qui m'a laissé penser que HelloFresh, qui est un très très gros dans la livraison de box, revenait en France, parce qu'ils sont passés vite fait, ils sont repartis. Et donc je me suis dit, ils sont tellement énormes, c'est le groupe Rocket Internet. J'ai envoyé un email à tous les CEO de mes concurrents en disant, pour info, on va être tous contre eux peut-être. Et je sais que ça leur a fait très bizarre. Il y en a un qui a répondu, cette liste de diffusion improbable. Mais parce que moi, au final, je me disais, je préfère largement aborder les choses comme ça que d'être chacun dans son coin à essayer de se battre contre les autres. Voilà, moi, j'ai quasiment tous rencontrés. On a partagé plein d'infos ensemble pour savoir comment mieux avancer, comment mieux évoluer. Et un autre point sur la concurrence, c'est qu'elle n'est pas souvent là où on imagine. Je vous invite à lire When Coffee and Kale Compete, Kale comme le chou kale, qui est un bouquin gratuit que vous pouvez trouver sur internet, qui est génial, qui parle de la méthodologie Jobs to be done, et en l'occurrence qui explique que là, le concurrent d'une tasse de café, dans son exemple, c'est un smoothie de chou kale. Et ça paraît assez improbable comme ça, mais au final, dans l'explication du Jobs to be done, on comprend que le vrai concurrent, il est là. Et moi, ça me parle, puisque souvent, quand je parle de box food, on me dit « Ah ouais, tes concurrents, c'est donc… on va me citer les Commis ou Cook Angels, j'en sais rien, ou HelloFresh. Et aujourd'hui, c'est plus du tout mes concurrents. Ou Kitok, qui passe pas mal à la télé. Ces gens-là, ils vont remplacer les courses
du particulier, alors que nous on est sur une box livrée une fois par mois, donc on est sur un mois d'exception. Donc on a beau être une box food, comme eux, box food, ce ne sont pas du tout nos concurrents. Et on ne cible pas du tout les mêmes personnes, et encore moins le même moment. Donc attention à l'analyse de la concurrence, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ok, merci. J'ai une dernière question, sauf si dans le public, il y a aussi des questions. Le titre, c'était quand même l'entrepreneur en France. Ah. Bonsoir. Ma question, surtout à propos de moi, chef. Quand vous sortez du resto, vous dites qu'il y a vous avez votre idée, tout ça. Ouais. Vous allez vous coucher, puis le lendemain, vous et qu'est-ce qui vous fait dire ça vous... Enfin, je veux dire, par où on attaque le truc, quoi? Ouais, très bonne question. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas comme dans les films. C'est pas je me mets devant l'ordinateur, je code, hop, on fait un petit accéléré et après on a des millions. D'ailleurs, je suis pas encore arrivé aux millions. Comment ça se passe? Moi, ce que je recommande, mais c'est pas une réponse absolue, c'est de se renseigner pas mal, et notamment ce qui me parle beaucoup, parce que maintenant je donne même des cours là-dessus, c'est le Lean Startup. Pour faire très simple, c'est essayer d'aller très très vite, et si tu dois te planter, fais-le le plus vite possible plutôt que de perdre du temps. Dans mon cas, le raisonnement classique, ça aurait été, et c'est celui que j'ai eu au début, c'est de dire bon, il faut que je trouve des chefs qui sont d'accord. Donc c'est de trouver pas un chef, si c'est pas suffisant, l'offre est pas assez fournie, donc je vais chercher plein de chefs. Une fois que j'ai plein de chefs, il faut que je les mette leur offre quelque part, donc sur un site. Donc il faut que je développe un site. Une fois que j'ai tout ça, il faut que je puisse encaisser, donc il faut que j'ai un paiement. Ah mais si je prends des paiements, il me faut une banque. Et là tu découvres quand tu es pro et que tu veux une banque, c'est pas pareil que quand tu es particulier, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus chiant. Donc il faut que tu ouvres une banque, mais pour avoir une banque, il faut avoir une société. Donc il faut créer des statuts. Tu crées des statuts, tu as un associé, mais oui, mais les statuts, il faut un pack d'associés dans ce cas, parce que comment on fait quand on lèvera des millions? Donc tu crées un pack d'associés, mais pour ça il te faut un avocat. Donc là, tu vas payer un avocat, tu as déjà vendu la Clio, et tu mets la roue de la Clio rien que dans l'avocat. Et tout ça mis bout à bout, au début tu te dis c'est bon, dans 3 mois je suis prêt, et vraiment, je pense que c'est minimum 10 mois, un truc comme ça, pour avoir tout ça. Parce qu'après tu te dis bon, allez maintenant, relation presse, avec toute l'énergie que j'ai mis là-dedans, et, on va pas rater le lancement. Tout ça avec le risque que ton service ne réponde pas à un vrai problème. Donc moi j'ai pris le problème complètement à l'envers, j'ai suivi la méthodologie Lean Startup, et je suis allé voir un chef que je savais populaire, que je connaissais pas du tout. Je lui ai dit voilà, je veux faire ça, est-ce que ça t'intéresse de tester? Ouais, ok, la semaine prochaine. Ça m'a fait un peu peur quand il m'a dit ça, et en une semaine on a tout fait pour préparer ce qui s'appelle le MVP, un Minimum Viable Product. Et une semaine après, on avait notre première box Moi Chef. Voilà, ça nous a pris une semaine. On n'avait pas de site, pas de nom, pas de marque, pas de compte en banque, encore moins de statut. Et on avait juste plein de gens qui nous avaient tous dit, et je terminerai là-dessus, plein d'amis, plein de familles qui avaient dit oh, c'est génial ce que tu vas faire, moi je suis trop client, etc. Et là, ce qui est génial, c'est que tu peux aller les voir une semaine après et dire bah voilà, est-ce que tu es prêt à payer pour ça maintenant? Et ce que tu apprends, ce que j'ai appris et ce que tous les entrepreneurs me disent, c'est que tu en as 90% qui, en fait, sans le savoir, t'ont menti. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que ah ouais, mais alors, ma copine, en fait, elle est végétarienne, donc ça marche pas avec de la viande. Ou ouais, mais moi j'ai les enfants, donc c'est hyper compliqué. Mais ils le savent pas, et ils y croyaient quand ils disaient qu'ils avaient très envie de le faire. Mais en fait, c'est pas les vrais clients. Et donc c'est à ce moment-là que tu découvres qui sont tes vrais clients. Quand tu as quelqu'un qui est prêt à te donner de l'argent, vraiment un billet, il te le met dans la main et tu lui donnes le service en face. Voilà. C'est comme ça que j'ai démarré, et puis une fois que j'ai cette validation-là, des chefs sont d'accord, des clients sont prêts à payer, bah après j'ai pu me dire ouais, là, le site c'est bon, je peux y aller, quoi. Je suis plus serein. Ok, merci. Donc dernière question, et puis après on va pouvoir passer aux 3 prochains intervenants. Je voulais revenir sur l'entrepreneur en France. Tu parlais à l'instant des statuts, de toutes les étapes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont prévu de s'exporter. Que pensez-vous aujourd'hui de l'entrepreneur en France? Est-ce que c'est difficile par rapport à d'autres pays? Est-ce que vous avez regardé? Ouais. Entreprendre en France, on a quand même une chance d'être en France. Il faut quand même le savoir. C'est que l'entrepreneuriat français est florissant. Il grandit de plus en plus. On a un environnement start-up qui est génial, notamment à Paris. Et quelqu'un qui me dit « je vais aller à l'étranger, je vais mieux réussir », franchement, je pense qu'il se trompe. Alors après, ça dépend des projets, ça dépend des ambitions, ça dépend de plein de choses. Mais la France est un très beau pays pour commencer à entreprendre. Parce que si on est capable d'entreprendre en France, on peut entreprendre partout dans le monde. En tout cas, je pense.
les aides qui sont allouées aux entrepreneurs français, c'est l'une des meilleures au monde. Il faut savoir que le chômage, c'est la première mode de financement des startups, hein, quand même. Donc non, entreprendre en France, pour moi, c'est génial. Et oui, il faut s'exporter. Il faut aller porter le savoir français à l'étranger. Mais ouais, je trouve ça génial, moi. Enfin, perso, entreprendre en France, c'est génial. Et pour ceux qui souhaitent se lancer, n'hésitez pas 5 minutes, quoi. Parce que si vous allez à l'étranger pour créer votre boîte, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Si on prend l'exemple des États-Unis, les États-Unis, c'est que tout est possible, mais c'est vraiment un monde de requins, quoi. Pour quelqu'un qui commence à entreprendre, qui n'est pas aguerri ou qui commence à tâtons, la France est un très beau pays, un très beau terreau, quoi. Voilà. Merci. Alain ? Alors, je rejoins l'idée que si tu arrives à créer une société en France, tu peux la créer partout. Je pense aussi que c'est un très beau pays pour entreprendre parce que tout ce que tu disais, hein, moi je n'ai pas eu d'aide, mais je pense que oui, non mais suivant comment tu montes ta société, effectivement, si tu te plantes, tu as les moyens de te rattraper, ce que tu peux pas forcément faire dans d'autres pays. Après, c'est quand même ça, c'était le pour moi. Dans le contre, il y a quand même administrativement, c'est hyper compliqué. Il y a plein de choses que tu découvres un petit peu au fil de l'eau, quoi. Notamment quand tu as des salariés, je trouve que c'est pas fait pour faciliter les choses. Et la deuxième chose, c'est quand tu veux commencer à te verser tes dividendes. En fait, les premières années, tu ne prends pas de salaire parce que voilà, tu montes ta boîte. Et quand tu commences à te verser des dividendes et que tu vois tout ce que tu as comme prélèvement, voilà, c'est un petit peu c'est pas décourageant, mais c'est lourd. Ah, comment ? C'est lourd. C'est un petit peu lourd. Et voilà, il faut. Je pense qu'il faut en avoir conscience au départ quand tu te lances de mettre un petit peu tout bout à bout, quoi. Mais sinon, mis à part ça, je pense que Paris, c'est pas la France, et Paris, il y a beaucoup de boulot et beaucoup d'opportunités pour tous ceux qui veulent monter leur société, quoi. Voilà. Merci. Bon, je pense que vous connaissez ma réponse. Moi, j'avais pas mal profité des aides. Et c'est génial, hein, et c'est vrai, hein, c'est le premier financeur d'entrepreneurs, c'est le chômage. Peut-être moins le RSA, je pense qu'il y en a moins qui vont jusque-là. C'est moins facile, mais je suis, pareil, intimement convaincu, pour mon cas, mais pour plein d'autres entrepreneurs, que la France, c'est un pays génial pour entreprendre. On sait tous que, administrativement, tu as raison, c'est l'enfer. C'est l'enfer, mais au final, il y a beaucoup de pays où c'est l'enfer. Il y en a peu où c'est vraiment parfaitement fluide et simple de gérer la paperasse administrative. Et on est aussi dans un pays qui est juste, où il y a une vraie justice qui est en place. Et il ne faut pas oublier qu'on a de la chance aussi d'être dans ce cas-là, quoi. Donc je pense que vraiment, c'est une chance incroyable qu'on a d'être ici pour entreprendre. Et je rapporte une précision. Moi, j'ai démarré l'entrepreneuriat à Toulouse, puisque j'étais à Toulouse, et je confirme que Paris, c'est quand même pas pareil, hein. Il se passe beaucoup plus de choses à Paris, ça paraît évident comme ça, mais quand j'étais à Toulouse, j'étais oh, ça va, je prends le train, je prends l'avion, j'y vais. Mais non, en fait, l'énorme différence, c'est de pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil et dire bah, t'es dans quel arrondissement ? Voilà, on se boit un café, ce qui n'était pas possible avant. Et c'est comme ça que j'ai créé énormément de relations, mais de tout type, investisseurs, chefs, presse, partenaires. Donc à Paris, on a énormément de chance. Et même sur la sphère entrepreneuriale, il y a énormément de meet-up qui sont organisés. Enfin, il y a moyen d'aller vite. Ouais. Écoutez, merci beaucoup à vous trois. Je vais vous proposer donc de passer aux 3 prochains intervenants. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a prévu de prendre un petit verre après à l'Aubrac juste en dessous. Merci à nouveau à vous trois.